coup, bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, je suis médecin généraliste. Et ça tombe bien car je le suis depuis pas très longtemps, donc depuis 1 an et demi à peu près. Et du coup, c'est assez marrant parce que sur les dernières interventions qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho. J'ai l'impression d'avoir eu plein de petits flashbacks sur tous les dires qui ont été faits, tant sur le plan de la sécurité sociale, la liberté d'installation, l'administratif, etc., etc. Donc je pourrais y revenir dessus, mais justement, de toute manière, je pense que ça va venir par la suite, car le but de l'intervention, c'est de parler un petit peu justement de la manière dont on appréhende un petit peu justement l'exercice libéral dans le cursus médical. Et la réponse, c'est qu'on ne l'apprend pas vraiment. Donc les études sont assez longues. Je ne sais pas ici à qui vraiment je m'adresse, s'il y a des gens qui sont en médecine ou pas, si vous savez un peu comment sont cadrées justement les études, mais à partir de la 4e année, donc on est déjà quand même assez bien avancé dans le cursus, on commence toute une partie qui s'appelle l'externat et dans lequel on va avoir une alternance de stage à l'hôpital, je précise à l'hôpital, et de cours, d'accord, à la fac. On peut avoir dans les années qui ont précédé des petites interventions assez rapides, brèves, pour avoir un premier contact avec le monde hospitalier, mais en général, c'est à partir de la 4e année qu'on va vraiment avoir de manière assez officielle des stages cadrés, à soit temps plein, temps partiel, sur plusieurs semaines à l'hôpital. Donc sur les 3 ans qui vont suivre, de la 4e à la 6e année, en général, on a eu, selon les facs, mais c'est à peu près une douzaine de stages. Sur ces 12 stages, combien vont se faire à l'extérieur du monde hospitalier? Si vous avez de la chance, 1. Donc vous voyez que c'est pas terrible, sachant que, bon, j'ai pas de chiffres, mais combien de médecins finiront finalement par travailler en ville? Moi, je pense qu'on peut se rapprocher, faire un 50-50. Peut-être que je dis une bêtise, mais je pense par expérience que c'est un petit peu la proportion qui se fait. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez dingue de se dire que sur ces 3 ans de formation, on va avoir qu'un seul stage. Et comme je le disais, si vous avez de la chance, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'en plus, ce stage de médecine libérale qui va être proposé, c'est pas un stage de cardiologie, pneumologie, ce sera à chaque fois le stage de médecine générale. Donc le stage de médecine générale, selon les facs, selon les régions, si on a des maîtres de stage disponibles et pas à 3 heures de route, eh ben, on va pouvoir le proposer aux étudiants. Et les étudiants, ça va être selon leur chance. Est-ce que j'ai la possibilité, à un moment donné, sur les 3 ans, de choisir le stage? Parce que ça se fait en fonction de certains critères. Selon les facs, ça va être des classements en fonction des nôtres. D'autres facs, ça va être juste une alternance en fonction des noms de famille, etc., des systèmes de roulement. Donc des fois, on se retrouve à ne pas avoir la chance de prendre justement le stage qu'on a envie. Et donc, il y a des personnes qui terminent leurs 3 ans sans avoir vu un petit peu comment la médecine se pratique à l'extérieur. Et donc, et si vous pouvez, je peux prendre des exemples, parce que moi, ma petite sœur, par exemple, elle est en médecine, et du coup, elle a fait son stage de médecine générale, et elle l'a fait où? Elle l'a fait à SOS Médecin. Donc, c'est un SOS Médecin, moi j'ai travaillé à SOS Médecin. C'est un exercice particulier qui ne se rapproche pas forcément des autres types d'exercices libéraux classiques. Donc c'est vrai, on sort de ce stage et on se dit, c'est comme ça en ville. Non, j'ai envie de lui dire, non, pas forcément. Donc c'est vrai que c'est assez biaisé. Donc selon l'expérience qu'on a sur ces 3 ans, on se dit, c'est comme ça que ça se passe après. Or non, on devrait avoir, comme on a eu avec les différents stages hospitaliers, plusieurs propositions de stages en ambulatoire pour avoir une idée à peu près fiable de ce qui peut se passer après. D'accord. Alors vous allez dire, les études ne sont pas terminées, il y a l'internat. C'est vrai. Donc ensuite on choisit sa spécialité, d'accord. Et on a, pour le coup là, c'est du temps plein, hôpital, pendant 3 à 6 ans, selon la spécialité. Donc si je mets un petit peu la médecine générale de côté, et que je prends toutes les autres spécialités, si par exemple je prends un internat de pneumologie qui va durer 5 ans, combien de temps va être consacré justement à l'exercice de la pneumologie en libéral sur ces 5 ans? Est-ce qu'il y a un stage qui se fait Eh ben non. Là, pour le coup, on n'est même pas au stade de un stage. Sur 5 ans, on est au stage de 0. Au stade de 0, pardon. Donc là, c'est quand même assez dingue parce que c'est vraiment la dernière ligne droite avant, finalement, le statut de docteur en médecine et le vrai exercice. C'est quand même assez dingue. Et du coup, pour la plupart, justement, de ces spécialistes, quel va être le premier rapport avec la médecine ambulatoire, la médecine libérale? Ça va être les remplacements. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, durant leur internat, vont se dire, bon, là, j'ai une semaine de vacances, je vais peut-être la consacrer à une semaine de remplacement.
en ville pour me faire voilà, des sous, etc. Et même de l'expérience. Et du coup, ça va être leur premier contact, c'est-à-dire leur premier contact avec la médecine comme elle se passe dans les cabinets. Et ben c'est un petit peu en mode freestyle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on arrive, je ne l'ai jamais fait, je suis tout seul, bon bah on va se débrouiller. D'accord? En médecine générale, on a quand même la chance sur l'internat d'avoir 2 fois 6 mois en ville qui nous prépare un petit peu à ce qui se passe après. Mais est-ce que ça nous prépare bien? Voilà la question nuancée, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu de votre expérience durant l'internat. Mais je pense que même si vous en avez une qui a été assez formatrice, bah, la transition, elle est compliquée. Donc moi j'ai fini l'internat, j'ai enchaîné directement sur le libéral en tant que médecin remplaçant. Je me souviens par exemple des premières gardes, comme j'ai dit, j'ai travaillé à SOS Médecins. Bah, vous faites une visite à domicile, c'est samedi soir, vous allez chez quelqu'un, vous avez ce qu'on appelle un TPE, là, le boîtier pour passer les cartes vitales, les cartes, etc. Je ne l'avais jamais utilisé comme ça, en visite à domicile. En plus, on parlait de cotation. Comment on cote une consultation en visite à domicile un samedi soir après 19h? Bah, j'en sais rien. Je l'ai jamais fait avant. Donc là, bah, je me retrouve un petit peu bloqué devant les gens à dire « Attendez, il faut que je passe un coup de fil ». Et du coup, bah, j'appelle quelqu'un et je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que pour le coup, je suis pas en stage. Hein, je travaille, hein, je veux dire. Et donc, il y a plein de situations. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a plein de situations comme celle-là où, bah mince, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, je parle de cotation, mais c'est pas que cotation. On parlait de la sécurité sociale. Il y a plein de situations aussi où même les gens nous posent des questions. Alors, on parlait de remboursement. Combien je suis remboursé sur la consultation? Bah, j'en sais rien. Donc, on me l'a jamais appris non plus. Donc, pareil, les histoires de tiers payant. Est-ce que vous faites le tiers payant? Est-ce que vous faites pas le tiers payant? Là, par exemple, bon, c'est une consultation à 25. Bon, maintenant, je sais, un tiers payant, c'est 7,50. Mais si, par exemple, demain, vous faites un électrocardiogramme dans votre cabinet, déjà, on parlait de cotation, il faut trouver la ligne. C'est quoi le code? C'est combien? Ensuite, du coup, forcément, c'est un peu plus cher. Donc, pour les gens, pour les faciliter, on a envie de leur faire le tiers payant. Mais c'est combien le tiers payant d'une consultation avec ECG? On ne me l'a jamais appris. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on découvre après, quand on est dedans, quand on est confronté à l'exercice, et qu'on doit trouver les réponses. Souvent, on ne les trouve pas forcément tout seul, hein. Il faut avoir des contacts, etc. Et c'est pour ça aussi que là, bon, j'arrive sur le point avoir des contacts. Il y avait, je sais plus, un intervenant qui parlait de ça, du fait qu'on travaille de manière collective durant toutes ces années, et puis bam, on arrive, on travaille tout seul. Ben, quand on travaille tout seul, quand on a des problèmes, quand on a des questions, ben, c'est souvent compliqué. Parce que ce n'est pas forcément des réponses qu'on va trouver simplement en tapant le mot sur Google. Des fois, c'est assez technique et il faut avoir des gens qui puissent y répondre. Sachant qu'on n'est pas dans un modèle où vous avez justement un problème, vous dites, bon, attendez, je vais prendre 20 minutes, je vais chercher. Ben non. Là, vous avez votre planning, vous enchaînez les consultations, les visites à domicile. S'il y a un truc que vous n'avez pas faire, souvent c'est source de stress, d'angoisse. Comment on fait? Il faut aller vite. Et des fois, soit vous faites les choses mal, soit vous les faites aussi à perte, parce que vous pouvez retrouver dans une situation où vous dites, bah, moi je ne sais pas faire, mais j'ai pas le temps, bon tant pis. Et du coup, par exemple, on parlait de cotation, bah, si vous ne savez pas gérer la chose, bah, c'est tout, hein, vous faites la consulte à 25 et puis basta. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas été formé avant, que ce soit pendant l'externat, donc la première période où on est vraiment confronté à la médecine, enfin à l'exercice médical, et après sur l'internat, comme je disais en médecine générale, on a la chance d'avoir pu avoir cette expérience, mais c'est une expérience un petit peu, voilà, il faut dire 2-3 mots sur les stages qui sont faits justement durant l'internat de médecine générale, qui sont parfois des remplacements déguisés. Il faut le dire, il y a aussi beaucoup d'abus, certains en profitent. Pourquoi? Parce que je disais, il faut avoir la chance d'avoir des places de stage. Donc, les maîtres de stage habilités à recevoir des étudiants ne sont pas nombreux. Donc, forcément, ils savent qu'ils sont un petit peu chouchoutés. D'accord? On n'a pas envie forcément de les virer, de dire non, c'est bon, vous arrêtez de prendre des stagiaires. On les garde. Et sauf que parmi eux, il y en a beaucoup qui vont recevoir l'étudiant et qui vont dire, bon, écoute, moi je pars en vacances. Voilà, bah, fais tes jours et puis on débriefe plus tard. Ça se passe, c'est pas une légende hein, ce que je raconte. Hein. Du coup, il y a beaucoup voilà, de maîtres de stage qui profitent d'étudiants et qui finalement leur font leur chiffre d'affaires. Pas totalement, mais franchement, il y a des situations qui sont quand même assez choquantes.
Heureusement, aujourd'hui, on est à une époque où on peut signaler un petit peu les abus. Il y a de plus en plus de gens qui sont habilités à devenir maître de stage, et du coup, on peut réguler un petit peu tout ça. Mais il y a plein aussi de situations où, durant l'internat, normalement, on est en médecine de ville pour apprendre à gérer comment les choses vont se passer par la suite et tout ça. On est plus dans une situation où on dépanne à notre médecin et on remplace et on fait parfois de l'exercice un petit peu dégradé sans avoir toutes les réponses à nos questions. Et pour, comme je le disais, les autres spécialités, bon bah là, franchement, bah, je me pose même la question, hein, c'est-à-dire que comment ils font-ils pour justement appréhender ce qui va se passer après, en ayant passé 5 ans à l'hôpital, en ayant passé 5 ans à l'hôpital. Franchement, bah, c'est une question que je me pose, parce que moi je me dis, heureusement, j'ai eu un aperçu, d'accord. Après, il y avait beaucoup de choses, il y en a toujours à apprendre, et je l'ai fait sur le tas. Mais quand on part vraiment de zéro, et que pour le coup, on arrive dans cet exercice, et qu'on n'a pas d'appui à côté, bah, comment on fait? Comment font justement ces gens qui ont des spécialités, type cardiologie, gastro-entérologie, pour justement travailler ensuite? Bah, franchement, je n'ai pas forcément la question, parce que je n'ai pas non plus un réseau hyper grand de collègues, médecins, etc., qui m'apportent des réponses. En tout cas, en médecine générale, heureusement, bah, j'ai beaucoup voilà, d'amis qui sont comme moi. Et c'est bien d'avoir justement un petit réseau pour poser des questions, etc. Parce que c'est compliqué. La conclusion, c'est qu'en fait, sur le cursus, on ne nous forme pas vraiment. On nous forme surtout, en fait, on a un cursus hospitalo-centré. Voilà, ta place de médecin, c'est à l'hôpital. Alors que c'est vraiment hypocrite, car on le sait tous, que voilà, il y a un nombre important de médecins qui travaillent en ville. Et comme je disais, je pense que c'est moite-moite. Donc ça m'a toujours surpris de ne pas accentuer un petit peu les études sur ce versant et de dire voilà comment les choses se passent. Parce qu'après c'est très compliqué, tant sur le plan médical que sur le plan juste de gestionnaire, on va dire, de la santé. Parce que c'est-à-dire quand on est médecin en ville, on gère un petit peu les réseaux. Sauf que quand on ne nous a jamais appris à gérer les réseaux, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Quand on ne nous a jamais appris à gérer les réseaux, comment vous faites quand demain, par exemple, vous avez un patient, je sais pas, diabétique qui arrive, voilà, totalement déséquilibré, vous faites, oh là là, là c'est pas possible, c'est pas gérable à faire tout seul, il faut l'envoyer à l'hôpital. Mais comment on fait pour programmer une hospitalisation, pas forcément dans l'urgence, mais en ayant contact justement avec un diabétologue à l'hôpital? Bah, quand vous connaissez personne, bah, vous êtes devant le patient, je dis, en tant que remplaçant, on dit, vous allez attendre qu'il revienne, quoi, votre médecin, parce que moi je sais pas en fait où vous envoyer, comment faire. Pareil, si demain vous avez quelqu'un qui a une suspicion de phlébite, c'est-à-dire un caillou de sang dans la jambe, comment vous faites pour lui avoir un examen d'imagerie rapide en justifiant le fait que c'est urgent? Si vous connaissez personne, bah vous êtes face à un mur, hein, vous l'envoyez aux urgences. Et après, ça engorge les urgences. Donc, il faut aussi apprendre ça, les réseaux de santé en ville, être intégré dedans, savoir un petit peu comment gère. Comment se fait la communication entre les acteurs de santé sur le terrain. Et puis voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de très important qu'on n'a jamais appris. Pardon. Et du coup, moi, où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait 1 an et demi là, de libéral. Ça a été quand même très éprouvant, sachant que quand on est médecin du coup remplaçant, on s'adapte aussi un peu. J'arrive dans un cabinet, c'est pas le mien, c'est pas mes patients. Ils viennent me voir comme si j'étais leur médecin traitant. Et là, il faut s'adapter au fonctionnement du cabinet. Un petit peu, on va dire, bon, les horaires, on peut toujours un petit peu gérer, mais il faut quand même respecter. Si vous êtes dans un cabinet où il a l'habitude de recevoir 40 patients par jour, si vous dites je fais 9h, 17h, il y a des gens qui vont taper sur les vitres. Hein, c'est pas possible. Ils vont dire, bah non, en général, j'attends pas 3 jours pour avoir un rendez-vous. D'accord? Si vous remplacez par exemple dans un cabinet sans rendez-vous, bah, vous vous adaptez. Hein, c'est-à-dire que vous allez faire des chiffres records de consultation comme vous n'en avez jamais fait, parce que ce n'est pas votre mode d'exercice. Vous allez peut-être être pris par le temps en se disant mais non, moi j'ai l'habitude d'avoir des rendez-vous, etc. Là les gens s'enchaînent, je vois la salle d'attente, ça déborde, il y a des gens qui attendent devant le cabinet. Ah, vous devenez fou. Après, quand il y a des cabinets où il y a beaucoup de visites aussi à domicile, des patientèles un peu gériatriques qu'il faut voir chez eux, bah pareil, vous leur dites pas non, je viens pas, bah vous y allez. Voilà, donc il faut s'adapter au rythme, il faut s'adapter aux conditions de travail, il faut s'adapter. Est-ce qu'il y a une secrétaire?
quand vous êtes dans un cabinet où il n'y a pas de secrétaire et que le téléphone sonne tout le temps. Moi, perso, ça me rend dingue. Mais voilà, je décroche. Parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de décrocher. Hein, d'accord? Et donc, il faut s'adapter. Donc, c'est pour ça que l'exercice libéral en tant que remplaçant, il est compliqué. Or, est-ce que j'ai envie de m'installer? Bah, pour l'instant, non. Pourquoi? Bah, franchement, pour plein de choses qui ont été dites, etc. L'installation, c'est un vrai engagement. Et du coup, il faut être sûr de son choix. Il faut tout gérer. C'est-à-dire, on est à la fois médecin, mais on est à la fois entrepreneur. On a son entreprise, son cabinet. Il faut gérer ses locaux, il faut gérer ses charges. Il faut se dire, est-ce que je prends une secrétaire ou pas? Ensuite, il faut gérer sa patientèle. Si je m'engage en tant que médecin traitant, que je suis leur seul médecin référent, comment je fais si je veux partir en vacances? Il faut que je trouve un remplaçant. Je peux vous dire que c'est galère de trouver des remplaçants. Moi, c'est-à-dire, je suis ultra sollicité quand je suis médecin remplaçant. Et je connais des gens que je remplace, qui des fois me disent, bah mince, tant pis, toi tu peux pas, mais j'ai trouvé personne, bah je ferme. Donc, oui. Il y en a peut-être, mais je les ai pas. Je les ai pas, donc, en tout cas, ouais, vous pouvez dire... Oui. En commun pour des infirmiers, des infirmières en l'occurrence. Alors, parfois, il y a un montage d'abord à 2, puis à 3, puis à 4. Bon. Et le dossier auquel je pense, elles sont 4 infirmières. Elles sont dans la campagne vers Périgueux et elles travaillent en binôme. Donc, sur un mois, elles travaillent 15 jours. Et les 15 autres jours, elles sont en congé. Enfin, en tout cas, elles ne travaillent pas. Et les 2 autres prennent le relais. Et sur les 15 jours où elles travaillent, elles alternent une grosse semaine, une petite semaine. Donc la petite semaine, le planning c'est 5 heures du matin, 13 heures. Et la grosse semaine, c'est 7 heures du matin, 20 heures. Mais elles ne travaillent que 2 semaines, une petite, une grosse. Toutes les 4. Et du coup, elles ont 2 semaines, toutes, où elles ne travaillent pas, où elles peuvent donc faire autre chose, partir en vacances tranquilles parce que l'autre binôme a pris le relais. Elles peuvent faire l'administratif. Elles ont une qualité de vie. Et du coup, est-ce que ce système-là existe chez les médecins? Est-ce qu'il y a une impossibilité à le mettre en place? Parce que je pense que ça peut être une belle façon d'exercer. Les jeunes aujourd'hui ne sont plus comme moi, il y a 32 ans que je travaille. Quand j'ai commencé, tous les gens couraient le KF en indépendant. Aujourd'hui, les jeunes, il y a la notion d'écologie, il y a la notion de qualité de vie, il y a la volonté de... Voilà, un tout autre état d'esprit, à mon avis. Moi, j'ai des enfants qui ont 24 et 27 ans. Donc, effectivement, je vois bien que leur réflexion n'est pas la même que quand j'avais leur âge. Et est-ce que ça n'est pas peut-être une solution, ce mode d'exercice, qui répondrait à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'installation est difficile aujourd'hui parce que quand je veux partir en vacances, je ne peux pas. Je suis stressée, je ne trouve peut-être pas de remplaçant. Voilà, avec ce système de travail en commun, il n'y a plus de problème. Ces problèmes sont réglés. Voilà ce que je voulais dire. Du coup, alors, la question elle est pertinente. Je vais y venir. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure, je pense que c'était la dame qui est sociologue, c'est qu'il y a beaucoup justement d'exercices collectifs qui sont en train de se mettre en place, avec les maisons de santé, par exemple, pluriprofessionnelles. Ce qui fait que, voilà, au sein d'une même structure, on va avoir plusieurs médecins, d'accord, qui vont avoir chacun un petit peu leur rythme de travail, avec souvent, justement, même, c'est pas souvent, c'est tout le temps, en fait, un logiciel commun, parce qu'en fait, pour avoir le statut de MSP, il faut répondre à certains critères que les ARS, que la sécurité sociale impose. Donc, par exemple, le fait d'avoir un logiciel métier commun, que tous les dossiers, voilà, soient centralisés, ce qui fait que quand un médecin n'est pas là, bon, c'est pas grave, si vous allez voir un autre, on a accès justement à tous les documents. Ça, c'est assez pratique, parce qu'effectivement, j'ai remplacé dans ce genre de structure, quand votre médecin traitant n'est pas là, vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez quand même un rendez-vous.
avec pas forcément votre médecin traitant, avec quelqu'un d'autre qui peut répondre à votre demande. Maintenant, le fait de faire 2 semaines comme ça, en médecine, en tout cas, c'est peu faisable. Pourquoi? Parce que là, si on prend l'exemple que vous avez donné, on parle du coup d'infirmières, donc sans forcément réduire ce qu'elles font leur profession, elles sont surtout sur des gestes techniques. Elles font en visite chez les gens pour préparer des traitements, les administrer, faire des toilettes, faire des prises de sang, faire des prélèvements, faire des soins de sonde, etc., etc. Alors que le médecin, lui, il va plus se situer dans une histoire de suivi. D'accord? Donc je viens vous voir pour tel motif. Ok, on va supposer qu'il y a ça, on va prescrire tel examen, vous allez revenir me voir pour qu'on en débriefe, qu'on voit ce qui a été fait, ce qui a été dit, on va ensuite adapter, ou alors vous êtes... Voilà, enfin bref, le travail du médecin, ce qui fait que quand on est installé, qu'on a une patientèle, se dire, bon allez, chaque mois je suis absent sur telle période, c'est compliqué, ça ne va pas répondre à la demande des patients qui cherchent, et je le vois à chaque fois, un médecin que je peux voir régulièrement et avec qui j'ai un bon feeling. Vous voyez? Donc ça, on le sait en fait, quand on remplace et qu'on a vu beaucoup de patientèle, on sait ce que veulent les gens. Voilà, ils veulent leur médecin. Ils veulent leur médecin de confiance, qui est assez accessible, pour lequel il ne faut pas attendre 3-4 jours pour avoir un rendez-vous. Et du coup, on le sait un petit peu d'avance qu'une fois installé, bon, ça ne veut pas dire qu'on va faire 70 heures par semaine forcément, mais il faut se montrer disponible sur une période quand même... Oui, je vais juste finir. Voilà, il faut se montrer disponible. Et après, il existe voilà, des structures, des manières de faire qui font qu'on peut diminuer un petit peu son temps de travail tout en ayant une régularité au sein de la structure dans laquelle on travaille et qu'on puisse répondre justement à une offre de soins. Maintenant, comme je le disais, c'est beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses lors de l'installation. Donc moi, personnellement, actuellement, le libéral, comme je disais, remplacer des médecins sur lesquels à chaque fois je dois m'adapter, ça m'a un petit peu saoulé. C'est-à-dire je me suis rendu compte que le libéral, ça peut être très bien, mais quand c'est vous qui décidez totalement à 100% de comment se font les choses, de où vous travaillez, avec qui vous travaillez, de comment vous structurez votre exercice, de votre rythme, tout ça, voilà. C'est-à-dire vraiment, l'exercice libéral, c'est votre entreprise. Travailler au sein d'une entreprise qui n'est pas la vôtre, même si c'est libéral, c'est pas ouf. Il faut que ce soit vous, le chef, c'est vous qui décidez comment les choses se font. Après, vous trouvez évidemment des associés, etc., qui sont sur la même longueur d'onde que vous pour monter les choses. Parce qu'aujourd'hui, l'exercice solo, c'est très compliqué. J'ai remplacé des médecins qui font un exercice solo. Là, j'ai décidé que c'était mort, plus jamais, quoi. J'ai perdu l'espérance de vie parce que c'était trop compliqué. Du coup, remplacer, ça me gave un petit peu. M'installer en tant que libéral, pour l'instant, j'ai pas envie de l'assumer. On en parlait tout à l'heure. Quel choix j'ai fait aujourd'hui? J'ai trouvé une structure dans laquelle on me propose d'être salarié. Avant, je regardais les choses comme ça de loin en disant non, salarié, médecine générale, c'est pas compatible. En plus, c'est quoi cette histoire? Je connaissais pas, on n'en a jamais parlé. Avant, en plus, les gens qui étaient... Enfin, parce que ça existait quand même. Hein. Les gens qui travaillaient en tant que salariés dans les structures de soins comme ça, en tant que médecin généraliste, c'était un peu pointé du doigt en disant voilà, c'est des gens qui se cachent un petit peu, quoi, qui choisissent un petit peu la facilité et tout. Or, je me suis rendu compte que franchement, c'est un type d'exercice qu'il ne faut pas négliger et qui, je pense, va se développer car il offre beaucoup d'avantages tout en permettant d'avoir une très bonne offre de soins qui répond à la demande justement des populations. Donc là, je suis dans un centre de santé parce que j'ai accepté. Donc j'ai quelques remplacements à terminer, mais là, je suis bien engagé dans le centre de soins dans lequel je travaille. Alors, les avantages, c'est que déjà, j'ai un statut de salarié, j'ai un contrat de travail, mais souple. C'est-à-dire, voilà, par exemple, j'ai mon Doctolib, j'ouvre les jours de consultation auxquels je veux travailler, je module mes horaires, et à côté de ça, quand je suis dans le centre de soins et que je travaille, qu'est-ce que je n'ai pas à faire? 0 paperasse. Alors ça, je peux vous dire que ça fait du bien, parce que passer 1 heure de temps après les consultations pour faire des feuilles de soins papier, pour trier du courrier, ranger des courriers, renvoyer des certificats, des ordonnances à des patients qui ont dit vous pouvez me faire ça, docteur, etc. Bon, ça, j'ai pas à le faire. Déjà, je suis tranquille. Le téléphone, il sonne jamais. Je suis dans un gros truc, donc il y a des secrétaires, elles gèrent les appels. J'ai juste à faire de la médecine. Est-ce que je dois passer des cartes vitales dans des boîtiers?
demander des chèques, des cartes bleues, dire je vous fais le tiers payant. Non, je vais pas le faire. C'est les secrétaires qui gèrent. Et c'est-à-dire que j'ai juste à faire de la médecine. D'accord? Je vais répondre tout de suite. Je module juste mon emploi du temps comme je veux. Je peux voir plus de patients. Parce que je vous jure que quand vous enlevez ça, vous gagnez un temps fou. On ne dirait pas que dire passer une carte vitale, ça fait perdre du temps. Mais je peux vous dire que sur 30-40 actes, oui, ça vous fait perdre du temps. Faire des feuilles de... Quelqu'un qui arrive, qui vient et dit j'oublie ma carte vitale. Ben voilà, on va sortir la feuille, le papier, on va faire ça, nanana. Vous allez perdre du temps. Quand vous ne faites pas tout ça, que vous avez juste à voir les gens à soigner, vous gagnez un temps fou. Vous gagnez 10 consultations. D'accord? Je ne vais pas vous mentir, là je vois entre 40 et 50 personnes par jour. Est-ce que je suis épuisé psychiquement à la fin de la journée? Non, je suis fatigué, mais ça va. Et donc, c'est un confort. Est-ce que je ferai tout le temps là du salariat et tout? Non, c'est juste que je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de temps pour moi, sans forcément brider mon train de vie et gagner moins. C'est-à-dire que là, j'ai du confort dans mon travail, je peux travailler et voir beaucoup de monde, bien gagner, avoir un exercice confortable, être investi dans ce que je fais, bien faire mon taf et pas être pris par des trucs qui me prennent la tête, etc. Là, les pauvres secrétaires, je les vois, je les entends, elles en prennent plein la gueule avec les gens qui viennent, pas contents, etc., qui leur rentrent dedans. Quand je remplace en cabinet, je gère ça, plus les consultes. Donc là, ça je l'ai mis de côté. Je les regarde comme ça, je fais désolé. Et puis du coup, juste je vois les gens. Et donc pour l'instant, franchement, ça me va bien. Voilà, je fais mon emploi du temps. Je peux déclarer en tant que médecin traitant les patients, enfin être leur médecin traitant, bien gagner ma vie, bien faire mon travail. Pour l'instant, je reste dedans parce que voilà, comme je disais, j'ai besoin de temps à côté. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, même moins, même 1 an, je dirais non, c'est bon, je veux mon cabinet. On verra. Je sais pas.